Salut, c'est Mathieu et nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes dans le showroom Yellow avec Ludo Papaïs de Yellow. Salut Ludovic. Salut. Donc on est devant un jeu qui s'appelle Arena for the Gods, parce que je le prononce bien. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus et des durées de partie de 30 minutes, mais je sais pas de quoi il s'agit. Oui, Arena for the Gods, très bien. Tu devais dire aussi que c'était un prototype et tout ça, blablabla, mais bon. Mais tu l'as dit à ma place, c'est cool. C'est un prototype quasi final, je crois. Ouais, quasi final. C'est parti en impression, de toute façon. C'est en train d'être imprimé en Chine. Donc là, on a imprimé ça proprement avec un imprimeur local pour qu'on puisse présenter cela à nos partenaires, aux boutiques, un peu tout le monde. Et à nous. Et du coup, ça sort quand ? Ça sort en mai-juin. On n'est pas encore sûr de la date de sortie. À un prix modique de 32 €. Dans une boîte de type King of Tokyo, et ça tombe bien parce que le jeu est un peu dans l'esprit de King of. Donc on va se mettre des grosses baffes, c'est ça ? C'est quoi le but ? On va se mettre des grosses baffes. Donc l'historique, je le maîtrise pas trop parce que c'est pas moi le chef de projet, je suis pas dans la communication, mais je vais essayer de faire au mieux. C'est un jeu où on joue des élus divins qui vont se tataner pour le plaisir des dieux dans une arène. Pour cela, comment ça va se passer ? Le jeu se joue en 2 phases. Une phase où on va récupérer les équipements. Il y a 4 types d'équipements, les armes, les montures, les armures et les sorts. Et une phase où, avec les équipements qu'on a récupérés, on va se mettre sur la gueule. Alors j'ai une question avant qu'on rentre dans les phases. On gagne comment ? Comment qu'on gagne ? Très bien, merci de me rattraper. On gagne le vainqueur et celui qui aura le plus de points de vie à la première mort. Donc on arrête la partie dès qu'il y a un mort. Et là on regarde qui c'est qui en a le plus. Très bien, bah écoute, au moins c'est clair. Si à égalité, il se passe un truc ou Oui, qui doit être expliqué dans la règle du jeu, parce qu'elle doit être très très bien faite, cette règle. Ça marche. Eh ben écoute, du coup, il va se passer quoi dans les phases ? Alors dans les phases, déjà, la phase 1, qui est la phase où on récupère les équipements, c'est une phase aux enchères. Qui peut être skippée zappée. C'est mieux zapper que skipper. Pour la première partie, et on commence avec des pré-tirés en fait. Donc parce que la phase d'enchère, des fois on ne sait pas trop quel prix mettre sur tel objet. Donc ça évite un peu de frustration. Et on démarre avec des pré-tirés qui sont un peu chaotiques, mais ça permet de voir l'intérêt de telle ou telle carte. Donc la phase 1 est une phase aux enchères où on va enchérir avec nos points de vie. Donc chaque joueur va démarrer avec 20 points de vie et va enchérir pour chaque type d'équipement. Donc par exemple pour les armes, on va tirer 4 armes si on joue à 4 joueurs, enfin autant d'armes que le nombre de joueurs. Et on va miser point fermé un certain nombre de points de vie, qu'on va perdre forcément. Celui qui aura misé le plus va choisir la carte en premier, l'arme en premier, le deuxième, etc. etc. Donc on enchérit au maximum si on a envie d'avoir une bonne arme. Mais du coup on a moins de points de vie. Donc c'est à chaque joueur de trouver le bon équilibre entre dépenser plein de points de vie mais avoir un super équipement. Et du coup, j'imagine que les armes servent à tataner, les armures servent à se protéger, et après, les montures et les sorts, ils servent à quoi ? Les montures vont servir à se déplacer, puisqu'on monte dessus, donc ils se déplacent. Et les sorts sont un peu un mix des trois, ça dépend un petit peu. Voilà. Ce sont des pouvoirs un peu plus spéciaux, ou voilà, ça va dépendre. Donc on met aux enchères un de chaque, c'est ça ? Par manche ? Exactement, on met aux enchères autant d'armes que le nombre de joueurs, autant de montures que le nombre de joueurs, autant d'armures que le nombre de joueurs, autant de sorts que le nombre de joueurs. Et à la fin, une fois qu'on a tout enchéri, on se retrouve donc avec 4 équipements devant soi, enfin si on peut considérer une monture comme un équipement, et on va pouvoir jouer avec ça. Le premier joueur de la phase suivante va être celui qui a gagné la dernière phase aux enchères, la dernière mise aux enchères, qui est la mise aux enchères des sorts. Du coup, ça sera le premier joueur à se placer dans l'arène. Il peut se placer où il veut tant qu'il ne se place pas sur une case spéciale. Et ensuite, dans le tour de l'ordre du jeu, de la table, un truc comme ça, chaque joueur va se placer. À partir de là, ça sera la deuxième phase qui démarre vraiment pour de vrai, où le premier joueur va prendre les dés, va les jeter et va activer ses cartes. Comment on active ses cartes ? Comment que ça se passe, la deuxième phase ? Simulation. On jette les dés, quand c'est notre tour, on a 7 dés, et on a le choix de relancer tout ou partie de nos dés une seule fois. C'est pas comme dans King of Tokyo.
Les dés servent à activer les cartes. Donc si vous voyez sur une carte, c'est très simplement indiqué ici. Pour activer celle-là, il me faut un petit truc jaune et une petite papate verte qui ne sert pas à tataner, qui sert à se déplacer cette fois-ci. Parce que dans King of Tokyo, elles servent à tataner les papates. Donc si j'utilise ces deux-là ici, je peux faire l'effet qui est indiqué dessous, que j'arrive pas à lire à l'envers, donc que je vais pas lire, mais vous lirez mieux que moi. Regardez les points de vie d'un héros de votre choix. Waouh, impressive. On peut activer plusieurs fois une carte. Par exemple, j'ai ça, je peux faire une fois l'activation qui est écrite et une deuxième fois derrière. La règle est très simple, il faut tout réaliser avant de réactiver une carte, que ce soit la même ou une autre. On a aussi... Ah pardon, moi j'enchaîne direct. Hein. On a aussi des petits pouvoirs qui s'activent sur un doublon. Donc 2 papates permettent de faire un déplacement, donc ça évite de ne pas rester coincé. 2 épées servent à faire perdre un point de vie à un héros adjacent. 2 boucliers, ça permet de pousser un héros. Et 2 éclairs, on va dire, des soleils, ça fait perdre un point de vie à un héros n'importe où. Ok, du coup j'ai des questions quant aux obstacles, parce qu'en fait tu as installé des obstacles avec le livret d'installation. Ils servent à quoi? Est-ce que ça fait mal? Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont pointus, donc c'est pas top. Oh oui. À quoi que ça sert? Ça dépend. Il y a 3 types de décors en fait. Il y a 2 décors plats parce qu'on peut aller dessus et un seul décor en hauteur qui se permet en fait de fermer des zones. Donc sur le nombre de joueurs, on va fermer des zones et sur aussi la rapidité, la durée de partie qu'on veut avoir, on va plus ou moins fermer le plateau. Donc là j'ai fait un placement à 4 joueurs sur une partie courte il me semble, si je ne me suis pas trompé. Donc ça c'est juste pour fermer. Les 2 autres décors, ça c'est une fontaine à points de vie. Donc au début de la partie on va mettre 5 points de vie. Alors là je mets des points de vie verts mais ils seront rouges dans la version finale. Hein, voilà. Donc chaque fois qu'on va aller dessus, on va récupérer un des points de vie qui est dessus, tout simplement. Et les pics, chaque fois qu'on ira dessus, on perdra un point de vie. Alors bien sûr, on va éviter d'y aller de manière volontaire. C'est pour ça qu'il y a le pouvoir qui est de pousser les autres, qu'on retrouve sur certaines cartes, mais qui est aussi sur 2 boucliers. 2 boucliers, ça permet de pousser. Le pousser, je peux l'expliquer, bon c'est du détail, mais on peut en parler. Comment on pousse? C'est très simple, si ce joueur-là doit pousser celui-là, il le pousse dans le sens, dans la direction. Tout simplement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Si on ne peut pas reculer, donc lui qui pousse celui-là, il ne peut pas reculer, hein, il sortirait de l'arène, c'est pas possible, on perd un point de vie. Bah oui, il est écrasé sur le mur. Exactement. J'ai quelques questions quant à ces jetons là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, faut tout expliquer. Il y a 2 types de jetons particuliers qui sont liés à des pouvoirs de cartes en fait. Il y a le jeton, je te fais perdre un dé à voilà, soit un héros adjacent, c'est la carte qui le dira à qui on le fait perdre. Et on va mettre le petit jeton ici pour se rappeler qu'au début de mon tour, je défausse le jeton pour avoir un dé en moins ce tour-ci. Ça c'est un jeton qui marche beaucoup avec les armures. C'est un jeton qu'on va mettre sur le personnage. Alors, je vais essayer de bien le faire parce que c'est le proto qui est pas bien. Oh, parfait. Donc par exemple si j'active celle-là, mais très très bel exemple. Oh là là, je suis trop fort. Donc avec 2 boucliers, je gagne un jeton de ce type-là sur mon personnage, qu'on met bien en évidence sur le personnage pour que tout le monde se rappelle que, attention, si je me fais tataner, il y a un effet qui se déclenche. Eh bien j'ai tout dit en fait. Et du coup, on va dire exactement ce que ça fait. Donc quand on se fait taper avec ça, on dépense le jeton pour gagner un point de vie, c'est ça? Le jeton n'est pas dépensé, il reste jusqu'au prochain tour. Mais sinon, ta phrase était juste. Du coup, on peut se faire tataner plusieurs fois et gagner plusieurs fois un point de vie. Ce que les autres vont éviter peut-être de faire, ils sont... Hein, faut être malin. Hein. Du coup, tu m'as parlé de différents modes de jeu, donc on peut raccourcir les parties, rallonger les parties, enfin les faire plutôt longues, peut-être mettre un peu moins de pièges aussi pour être un petit peu plus accessible, j'imagine. Le nombre de pièges, non, il change pas trop. Il y a effectivement aussi des modes de jeu. Il y a le mode de jeu démarrer avec des prix tirés. Il y a des modes de jeu de combat par équipe. Et puis je pense que l'auteur en imaginera plein d'autres. Je connais pas le détail encore de ce qui va être fait. Mais ouais, on peut imaginer plein de trucs. Merci Ludo pour ces explications sur ce fabuleux prototype de Arena for the Gods qui sort en définitif en juin au plus tard. Et à bientôt sur Ludovox. Ciao!